Monsieur le député maire de Martigues, cher Gaby Charroux, merci de nous accueillir ici, de nous donner l'hospitalité dans cette belle ville de Martigues. Madame la députée Nathalie Niesson, Madame la vice-présidente du conseil régional, Madame Gaëlle L'Enfant, Madame la première présidente près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Madame Catherine Husson-Tronchin, Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Monsieur Jean-Marie Huet, Monsieur le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, Monsieur Michel Alex, Madame la procureure de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, Madame Dominique Mouyal, Madame la présidente de l'INAVEM, cher Michel de Kerkhove, Monsieur le président de Citoyens et Justice, cher quand même, Thierry Lebéo, Madame la présidente de la Perse, Madame Isabelle Terrancle, Mesdames et je connais mieux votre visage, Mesdames et Messieurs les présidents, directeurs, salariés et bénévoles des associations, alors des deux réseaux d'associations, puisque vous accomplissez cet exploit extraordinaire de tenir congrès commun. Je trouve l'idée très belle et je veux saluer la Perse qui en a été d'une certaine façon un peu l'entremetteuse, si j'ai bien compris. La Cheville ouvrière, une belle association, la Perse, puisque j'ai appris à mieux découvrir son action, les efforts qu'elle exerce sur le territoire, y compris dans des lieux qui sont un peu éloignés ou en tout cas relativement difficiles d'accès. Donc je trouve l'idée très belle, très stimulante aussi. J'espère qu'elle donnera, qu'elle fera suggestion à d'autres. Mais oser tenir double congrès ici cette année, le réseau d'associations d'aide aux victimes et le réseau d'associations socio-judiciaires intervenant auprès des auteurs d'infractions, en cette circonstance particulière, c'est-à-dire en pleine navette parlementaire du projet de loi d'individualisation de la peine et de prévention de la récidive. Nous verrons ce que deviendra son nom définitif. Vous savez que effectivement l'Assemblée nationale, vous avez dit tous les deux votre regret du changement de nom. Je pense aussi que les titres de textes de loi portent le premier message des intentions du législateur. Par conséquent, je crois, moi aussi, je suis plus attachée parce que d'abord c'était le texte du gouvernement, ça n'est pas de façon anodine que nous avions choisi de nommer ce texte ainsi. Mais évidemment, je suis respectueuse de la volonté du législateur et c'est bien entendu lui qui aura le dernier mot. Donc pour l'instant, ça reste évidemment pour moi par commodité notre projet de loi d'individualisation de la peine et de prévention de la récidive. Et s'il faut, nous nous habituerons à l'autre nom. Ce qui compte évidemment, néanmoins, c'est le contenu de ce texte de loi. Et vous tenez donc double congrès pendant la navette parlementaire, puisque ce texte est actuellement au Sénat, qu'il a déjà fait l'objet d'un travail par le rapporteur du Sénat, M. Jean-Pierre Michel, le rapporteur à l'Assemblée nationale étant Dominique Rimbourg, qu'il a fait l'objet d'une séance où moi-même j'ai été auditionnée devant la commission des lois du Sénat, comme je l'avais été devant celle de l'Assemblée, que la commission a examiné les amendements, les a adoptés et que nous serons en séance publique à partir de ce mardi 27 juin. Ce texte est donc dans son parcours et vous tenez ce double congrès qui démontre aux parlementaires et à l'ensemble du pays que vous êtes capables de travailler et d'œuvrer ensemble. Et vous en êtes capables au quotidien puisque une soixantaine d'associations interviennent à la fois dans le pré- et le post-sententiel, mais également dans l'aide aux victimes. Et c'est le cas de la Perse, qui est membre, vous le rappeliez tout à l'heure d'ailleurs, de vos deux réseaux d'associations. Ensuite, comme vous l'avez dit également, Madame la Présidente, nous avons consacré dans la loi la justice restaurative. Et la justice restaurative, c'est bien cette mise en relation des victimes et des auteurs, une mise en relation indirecte le plus fréquemment, mais une mise en relation directe lorsque l'un
et l'autre sont disposés à le faire, se sentent prêts à affronter cette épreuve qui peut l'être en attendant qu'elle produise ses effets bienfaisants sur l'un et l'autre. C'est d'abord une épreuve, et lorsque l'un et l'autre ont le courage et l'audace d'affronter cette épreuve, il y a cette justice restaurative directe, mais la première étape reste la justice restaurative indirecte. Et je veux vous remercier pour le travail que vous avez déjà effectué dans ce domaine, puisque vous avez conduit une première expérience, vous en avez entamé une deuxième, vous le faites avec la plus grande rigueur, toute la rigueur que l'on doit exiger pour une expérience de cette nature. Donc merci Madame la Présidente de l'INAVEM de vous y être impliquée à ce point. Le lieu dans lequel vous avez choisi de tenir ce double congrès n'est pas anodin non plus, parce que nous sommes dans une ville, d'abord, qui a toute une série de qualités et de vertus, mais du point de vue de la justice, nous sommes dans une ville où il y a, et dans un ressort en fait plus largement, où il y a déjà une pratique de travail en commun, une pratique de coopération entre les associations, nous venons de parler de la Perse, entre les associations qui interviennent auprès des victimes et celles qui accompagnent les auteurs, qui les suivent et les contrôlent. Mais il y a une implication forte du milieu judiciaire avec le milieu associatif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence elle-même, les chefs de juridiction, les collectivités aussi, au premier rang desquelles d'ailleurs le conseil régional, les associations qui sont présentes. Il y a cette habitude, cette culture de travail en commun, cette habitude de coopération, et il y a une présence de sites judiciaires qui a permis de consolider cette culture de coopération. Évidemment, je pense au dynamisme des CDAD, des conseils départementaux d'accès au droit, je pense à l'implantation des maisons de la justice et du droit. Il y en a une ici à Martigues. Je pense au dynamisme des associations, et je pense aussi, en passant d'ailleurs, et j'en profite pour vous saluer, monsieur le maire, monsieur le député maire, je pense aussi à votre ambition d'un palais de justice qui va rassembler notre conseil des prud'hommes, notre tribunal d'instance. Et il est important de rappeler, d'ailleurs pas seulement bien sûr la maison de la justice et du droit également, il est important de rappeler que ces tribunaux d'instance sont les lieux de la justice civile, c'est-à-dire de la justice quotidienne des citoyens, qui répond à la désespérance, à la détresse quotidienne des citoyens confrontés à toute une série de difficultés, tels que l'endettement ou le surendettement, tels que parfois aussi des conflits de voisinage, tels que les conflits familiaux. Donc la volonté que vous avez eue et l'initiative que vous avez prise de regrouper ces sites judiciaires est saluée par le ministère. Vous savez que nous saluons tellement cette initiative que nous avons décidé de l'accompagner, et j'éprouve un bonheur et une fierté particuliers de vous accompagner dans la réalisation de ce projet. Donc cette ville de Martigues, dans le ressort d'Aix-en-Provence, a ses caractéristiques particulières. Évidemment, c'est une belle ville, elle est servie par ses beaux paysages variés, mais personne n'a aucun mérite dans la géographie. Par contre, dans l'histoire, les hommes interviennent. La ville a été labellisée il y a 2 ans, ville d'art et d'histoire, pas seulement pour sa réputation mythique peut-être, au moins partiellement, de Venise provençale. Elle a d'autres atouts, c'est aussi une ville industrielle. C'est une ville qui, évidemment, profite d'un site particulier, je pense à l'étang de Berre, bien entendu, mais c'est une ville qui a donné sa part en cette année du 70e anniversaire du débarquement qui a fait basculer le sort de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une ville qui a donné sa part, puisque je suppose qu'il y a quelques jours, vous avez commémoré sans doute le 13 juin 1944 les 28 résistants qui ont été fusillés dans plusieurs martégots. J'ai retenu 9 noms de martégots qui ont été résistants fusillés, mais nous savons que l'histoire parfois nous fait découvrir des sacrifices qui ont été conduits discrètement et qui ont donné toute la mesure héroïque de la résistance qui a irrigué l'ensemble de ce territoire pendant cette épreuve terrible. Donc vous avez choisi de tenir ce double congrès dans un lieu qui parle autant,
Et je crois que ça va certainement gonfler les voiles de vos navires respectifs pour les efforts que chacune, chacun accomplit au quotidien pour faire vivre vos associations et faire en sorte que les missions que vous avez choisi d'accomplir le soient le mieux possible. Vous m'avez interpellé tous les deux sur un certain nombre de sujets. Merci pour vos paroles bienveillantes, je dirais. Mais moi, je vous retourne vraiment une immense gratitude parce que c'est la qualité des relations que nous avons établies depuis 2 ans. C'est la qualité de votre maîtrise des sujets, de votre connaissance en profondeur des missions que vous assumez, les 2 réseaux d'associations. C'est votre perspicacité, c'est votre pugnacité à vous aussi. C'est tout cela qui m'a permis de saisir les problématiques très rapidement, j'espère dans leur totalité, d'en mesurer les enjeux et donc de pouvoir investir toute l'énergie dont j'étais capable de façon à faire changer l'approche des pouvoirs publics sur l'accompagnement des victimes, le soutien apporté aux victimes, l'écoute offerte aux victimes et le suivi, le contrôle et l'accompagnement des auteurs d'infractions. C'est donc grâce à vous que nous avons pu, dans un délai aussi rapide, mettre en place un certain nombre de choses, une amélioration du budget d'aide aux victimes, une réflexion plus globale et plus structurée sur ce financement pérenne de l'aide aux victimes. Et bien entendu, je vais remercier, comme il se doit, Madame la députée Nathalie Niesson, que j'ai souhaité avoir à mes côtés parce que je lui ai proposé de m'accompagner jusqu'ici. Donc, voyez, aussi loin que vous alliez tenir vos congrès, nous vous suivons, nous vous poursuivons, nous vous accompagnons. L'année dernière, j'ai dû aller moins loin et l'année précédente, un petit peu moins loin qu'ici. Vous nous avez interpellé sur les rapports, Madame la Présidente de l'INAVEM, sur les rapports, vous savez avec quelle attention je prends connaissance de ces rapports, comment mes conseillères et conseillers de cabinet s'y mobilisent très très fortement et comment nous veillons à évaluer l'impact de chaque proposition contenue dans des rapports de façon à en mesurer les effets et mettre en œuvre ceux qui sont nécessaires. J'ai reçu avec un immense plaisir vos 40 propositions pour un droit des victimes en mouvement que vous m'avez fait l'amitié de venir me présenter à la chancellerie la semaine dernière. En grand équipage, j'allais dire. Vous êtes arrivés, vous étiez presque une dizaine. Et nous avons eu une vraie séance de travail autour de ces 40 propositions. Comme je vous l'ai indiqué, nous les prenons très au sérieux, au point que nous sommes en train de finaliser une circulaire qui sera adressée à toutes nos juridictions de façon à homogénéiser sur tout le territoire toute une série de dispositions qui concernent les droits des victimes, qui sont déjà contenues dans la loi, mais qui ne sont pas forcément effectifs, qui sont assurés de façon inégale sur le territoire. Donc cette circulaire attirera l'attention et donnera les éléments de référence qui permettront que dans l'ensemble de nos juridictions, la doctrine d'emploi des moyens mis à la disposition des juridictions, des relations avec les associations partenaires, que tout cela permette de rendre effectifs les droits des victimes de façon homogène sur l'ensemble du territoire. Vous avez parlé de la contribution victime, vous êtes effectivement à l'origine de cette demande d'une contribution victime. Nathalie Niesson, députée, y est impliquée depuis plusieurs années. Avec aussi là une pugnacité tout à fait remarquable. Lorsque je suis venue la première année à votre congrès à l'INAVEM, je vous ai dit mes interrogations et une inquiétude. Mes interrogations, c'était sur la portée philosophique de cette contribution victime, en vous disant que le progrès du droit, et notamment du droit pénal dans une démocratie, consiste justement à éviter le vis-à-vis entre l'auteur et la victime, et que philosophiquement, une contribution qui serait prélevée directement sur l'auteur, indépendamment de la réparation du préjudice, bien entendu, mais une contribution qui serait prélevée directement sur l'auteur pour la victime, me paraissait rétablir du vis-à-vis, et que je m'interrogeais sur ça. Je vous l'avais dit très franchement. Ensuite, je vous ai dit que j'avais une inquiétude. L'inquiétude, c'était le risque qui me paraît encore là, et il vous habite, puisqu'on vous a entendu, le risque que cette contribution victime, c'est-à-dire que cette ressource nouvelle,
ne soit un prétexte pour la puissance publique pour réduire son budget d'aide aux victimes. C'est un risque que je ne voulais pas sous-estimer. Par conséquent, j'ai préféré, comme je vous l'ai dit à Bourg-en-Bresse, j'ai préféré prendre le temps d'instruire très précisément le sujet, de façon à ce que, si nous parvenions à le mettre en place, que nous le fassions sans courir ce risque-là. Le risque existe néanmoins, il existe objectivement du fait simplement des règles de la comptabilité publique. Vous savez, vous avez eu l'amabilité de le dire, de le rappeler. J'ai demandé donc au Premier ministre de confier à Madame la députée Nathalie Niesson une mission qu'elle a accomplie avec beaucoup de détermination. Madame Niesson a accepté de se déplacer. Donc, elle est allée au Canada. Elle a examiné de très très près les ressources diversifiées qui alimentent le budget d'aide aux victimes. Lorsqu'elle m'a remis son rapport, j'ai bien entendu immédiatement soumis au ministère du Budget l'ensemble des propositions, les principales pistes qui étaient proposées par Madame la députée, de façon à ce qu'elles soient évaluées. C'est une précaution qui me paraît indispensable parce qu'il y a trop souvent la mauvaise surprise de découvrir après coup que le ministère du Budget s'oppose à une disposition, même si on a eu l'originalité d'aller chercher de l'argent ailleurs qu'à Bercy. J'ai donc préféré anticiper et soumettre au ministère du Budget les pistes, lui demander de les évaluer sur leur potentiel évidemment en matière de recettes, mais de les évaluer aussi, ou plutôt de les expertiser en termes de processus de recouvrement. Parce qu'évidemment, si le recouvrement d'une recette coûte plus cher ou presque aussi cher que ce qu'elle peut rapporter, cette recette devient sans intérêt. Donc c'est un travail que j'ai confié, que j'ai soumis au ministère du Budget, qui, je ne dirais pas un train de sénateur, mais enfin a besoin d'un peu de temps pour examiner les choses, et mon impatience a été mise à l'épreuve sur ce sujet. Nous avons abouti en quelque sorte. Nous avons abouti parce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels je n'ai pas encore abouti, et ce n'est pas faute de batailler. Nous avons abouti puisque aujourd'hui, dans le projet de loi qui est encore en navette, l'article 18 quater crée cette contribution victime. Alors, elle sera encore un petit peu modifiée au Sénat. Je crois qu'elle sera encore un petit peu améliorée au Sénat, consolidée telle qu'elle est sortie de l'Assemblée nationale. Donc, nous y avons travaillé pendant des mois, et vous le savez, puisque vous êtes membre également du Conseil national d'aide aux victimes, de même que Madame la députée Niesson, et que dans cette instance-là aussi, de même que Monsieur le Président Lebéo, dans cette instance-là aussi, nous avons travaillé ensemble pour faire avancer cette contribution victime, pour travailler sur la perception, sur la gestion de la ressource, la création d'un fonds ou la cession au FGTI, sur une suramende victime aussi que nous avons introduit dans la loi. Donc voilà, nous travaillons, mais moi je veux aussi que ce soit du plus. Je veux que ce soit du plus, c'est-à-dire que l'État ne se désengage pas, qu'il maintienne son effort. Je peux vous dire que je veillerai à ce que, quelles que soient nos difficultés et quels que soient les sacrifices auxquels nous pourrions être amenés à participer, parce qu'il faut évidemment que le ministère de la Justice aussi prenne sa part dans les efforts de l'État, même si jusqu'à maintenant, je n'ai pas réussi à déterminer la part qu'on puisse prendre, puisqu'au bout de 4 réunions budgétaires, je vais me retrouver en arbitrage devant le Premier ministre, parce que je vois bien, moi, mes besoins sont tels que je ne peux pas, pour l'instant, admettre des suppressions budgétaires. En tout cas, je peux vous dire qu'en tout état de cause, je serai vigilante et que je veillerai, pour la part de souveraineté que j'ai à l'intérieur du budget de la justice, je veillerai à ce que les efforts que nous faisons depuis 2 ans pour augmenter et consolider ce budget d'aide aux victimes, que ces efforts ne soient pas annihilés et que par conséquent, ce budget soit maintenu. Donc je veillerai aussi, ça ne va pas être simple à cause des règles de la comptabilité publique, à ce que cette nouvelle ressource que nous avons créée par la loi n'aille pas dans le pot commun. En tout cas, une fois qu'il est entré dans le pot commun, qu'il ressorte dans le même état du pot commun pour revenir à la justice. Ce n'est pas simple, j'ai déjà obtenu des engagements de principe, mais en la matière, je crois que ce qui est écrit, bon, voilà, il y a des choses qui vont bien sans le dire et même en se disant, et qui vont mieux encore en s'écrivant. Donc je vais essayer, je ne suis pas sûre d'y parvenir, mais je vais essayer
tenir un engagement écrit, ne serait-ce que pour pérenniser. Évidemment, j'ai totale confiance dans la parole de ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui et qui me diraient qu'ils m'assurent que cet argent sera effectivement dédié à l'aide aux victimes, mais je préfère, pour la solidité de l'engagement de l'État, que cet engagement soit écrit. Bon voilà, si je n'y parviens pas, je vous le dirai, mais en tout cas, c'est ce que je vise. Nous avons un argument de poids pour cela, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, que les associations d'aide aux victimes, qui sont pourtant très dynamiques, accueillent environ 14% des victimes. Donc, nous n'avons pas trop de moyens ni d'effectifs pour accueillir les victimes. Nous avons encore des marges importantes à conquérir de façon à aider même et inciter éventuellement des victimes à se rendre dans les associations, à rencontrer les membres d'associations. Donc nous avons besoin d'augmenter sensiblement ce budget et non pas d'y faire des soustractions. Je voudrais donc une fois encore vous remercier très très chaleureusement pour votre très très forte implication et pour la part que vous avez prise dans ce que nous avons réussi effectivement à inscrire et à consacrer dans la loi, c'est-à-dire la justice restaurative. Vous avez évoqué la directive victime qui concerne effectivement les droits, le soutien et la protection des victimes. Vous avez dit rapidement, avec modestie, parce que vous n'avez pas précisé assez fortement que c'est vous qui pilotez cette expérimentation. C'est une marque de confiance du ministère de la Justice de vous avoir confié cette expérimentation que nous conduisons effectivement, que vous conduisez dans 8 tribunaux de grande instance et qui permettent de mettre en application l'article 22 de cette directive victime qui permet un suivi et une évaluation individualisée des victimes. Donc nous allons voir ce que cela donne dans ces 8 tribunaux de grande instance et cela va nourrir notre travail pour la transposition de la directive. Nous avons jusqu'à novembre 2015 pour transposer cette directive, mais nous le ferons bien avant, mais nous le ferons très bien parce que nous aurons profité de cette expérimentation dans nos TGI. Monsieur le Président de Citoyens et Justice, vous m'avez interpellé sur un certain nombre de sujets que je prends tous au sérieux. Je prends tous au sérieux. Je vais vous demander simplement, en tout cas moi je le dis très clairement, aux associations qui ont le sentiment d'être méprisées, c'est un malentendu. Il ne peut pas y avoir de mépris, même s'il peut y avoir des relations difficiles, ce que je peux entendre éventuellement. Pas de mépris parce que ça n'est pas l'esprit de la maison et que, je le redis à haute voix, personne n'est fondé à mépriser personne. Et au contraire, le ministère de la Justice est très conscient de la part qu'apportent les associations. Vous êtes la société civile et vous prolongez effectivement l'action de l'État. Et ce que disait Robert Badinter est tout à fait exact. Vous démultipliez la capacité d'action de l'État, vous assurez des missions d'intérêt général, vous assurez un réel service public et à ce titre, vous méritez du respect. Et vous méritez d'autant plus de respect que vous le faites sur une base volontaire et volontariste, que vous le faites avec des salariés qui ne comptent pas leur temps, que vous le faites avec des bénévoles qui donnent de leur personne, que vous le faites avec une constance qui manque à l'État très souvent. Par conséquent, personne, nul n'est fondé à vous mépriser. Et je demande aux uns et aux autres de faire attention dans leur attitude et dans leurs propos pour que ce mépris qui n'existe pas n'apparaisse pas comme s'il existait. Donc j'espère que vous ferez très vite savoir que tout malentendu est totalement dissous de ce point de vue. Vous avez évoqué, en dehors de ces difficultés de relations, un certain nombre de sujets. Alors une disparité plutôt, de rapports entre le ministère de la Justice et votre réseau d'associations, en nous disant que selon qu'il s'agisse de la direction de l'administration pénitentiaire ou de la protection judiciaire de la jeunesse, que les exigences sont d'une autre nature, les niveaux, les contraintes, les attentes. Alors, c'est vrai que vous signez avec la DAP ou avec la PJJ, mais je vous rappelle que c'est le secrétariat général du ministère qui assure une mission transverse et qui veille à la conformité de ces engagements réciproques, et que le SADJAV en particulier, qui est fortement représenté, qui assistera à vos travaux aujourd'hui et demain, vous apportera d'ailleurs des réponses à tous les points que vous avez évoqués, mais que c'est le SADJAV qui est chargé de piloter cette relation avec vos réseaux d'associations, et par conséquent, n'hésitez pas en
tant que de besoin, de vous retourner vers le SADJAV si, par extraordinaire, il y avait des choses à corriger dans ce que vous traitez et discutez avec la DAP et avec la PJJ. Il est important pour moi d'assurer l'unité de l'action de l'État. Et en particulier, bien entendu, l'unité de l'action de ce ministère. Par conséquent, je ne veux pas, en tout cas j'ai veillé depuis 2 ans à unifier les cultures professionnelles au sein du ministère. Et je crois que nous avons vraiment installé un mécanisme de fonctionnement qui contribue à cette unité et à cette cohésion. Je réunis les directeurs d'administration centrale ensemble. Ils sont de plus en plus associés à l'action et aux décisions du ministère. Ils sont consultés. Voilà, je fais vivre le ministère à travers ces administrations qui se rencontrent, qui agissent ensemble, qui conduisent des activités ensemble. Lorsque je me déplace sur certaines thématiques, je les emmène ensemble. Voilà, donc j'ai travaillé à cette unité, à cette cohésion du ministère. J'en vois moi-même les résultats et je m'en réjouis. Par conséquent, il faut que dans notre action extérieure, cette unité, cette cohésion du ministère apparaissent également. Donc vous n'hésitez pas à, par le SADJAV, faire savoir que vous avez besoin que les choses soient un petit peu harmonisées. Par ailleurs, vous avez évoqué évidemment le problème des frais de justice, le problème de l'inconstance parfois dans certaines juridictions. Alors je dois avouer qu'il m'est arrivé dans mes différents déplacements d'avoir comme signalement qu'une association qui travaillait depuis plusieurs années a brutalement été mise à l'écart et que le parquet a mobilisé une autre association. Alors j'avoue que ça m'est arrivé 3 fois. Donc ça existe au moins 3 fois, même si pour nos 161 tribunaux de grande instance, c'est peu. Mais nous veillerons à ce que de telles situations, en tout cas qu'il y ait des raisons, il peut y avoir des raisons objectives, hein, n'ayons pas un préjugé de fantaisie de la part du parquet qui décide d'interrompre le travail avec une association. Ceci étant, il peut y avoir une difficulté ponctuelle, il faut la regarder et faire en sorte qu'on y apporte des correctifs, que cette difficulté ponctuelle n'ait pas comme conséquence un sort fatal à l'association qui tout d'un coup ne serait pas sollicitée par le parquet, donc ne pourrait pas assurer ce travail qu'elle assure. Je me suis permis de regarder vos résultats financiers et je me suis rendu compte que vous avez une très bonne gestion et que d'abord nous avons quand même maintenu le niveau d'intervention du ministère auprès de votre réseau d'associations et que vous avez de beaux résultats. Donc je vous fais mes compliments et ça nuance le sentiment de catastrophe que j'ai eu un peu à certains moments en vous écoutant. Vous n'avez pas la parole. Sinon, vous regrettez l'absence des associations dans le texte de loi. Alors, au contraire, nous avons reconfirmé et consolidé le rôle et la place des associations, parce que j'y compte beaucoup. C'est l'article 12 du texte de loi qui rappelle que le service public pénitentiaire est assuré par l'État, parce que c'est effectivement une mission régalienne, c'est régalien de réduire les libertés, c'est régalien de priver de liberté. C'est donc effectivement une mission régalienne, mais il est très précisément dit dans le texte de loi que ce service pénitentiaire régalien est assuré bien entendu par le ministère de la Justice, mais aussi par les autres services déconcentrés de l'État, ainsi que les collectivités et les associations, et que chacun doit veiller en ce qui le concerne à son niveau de compétence à ce que les personnes condamnées aient accès à leurs droits et aux services de droit commun. Donc votre présence, votre participation sont très précisément inscrits dans la loi. Alors j'entends votre demande concernant la contrainte pénale. C'est un débat qui, vous savez, a eu lieu d'ailleurs pendant la discussion à l'Assemblée nationale quant à savoir si les services pénitentiaires d'insertion et de probation continuent à n'intervenir qu'en post-sententiel et que les associations assurent l'intervention auprès des auteurs en pré-sententiel. Votre demande consiste à dire mais attention, nous intervenons déjà en post-sententiel, ce qui est le cas pour le SME notamment, mais pour le SME après
un suivi, nous sommes d'accord, socio-judiciaire, donc c'est un champ restreint, mais ça reconnaît néanmoins une compétence pas si restreinte que ça en nombre, j'en conviens, puisque nous avons à peu près 141 000 SME prononcés chaque année. Donc, ce n'est pas restreint en nombre, même si vous n'intervenez pas sur tous, mais c'est en poste sentenciel, c'est un périmètre quand même limité. Il n'empêche que c'est la reconnaissance de vos capacités d'intervenir dans ce domaine. Pour l'instant, nous sommes sur une contrainte pénale, effectivement, qui est limitée, réservée à l'action régalienne. Mais vous savez que j'ai mis en place des groupes de travail qui travaillent depuis le mois d'octobre. Ce sont des groupes de travail sur les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Et que ces groupes de travail ont pour mission de réfléchir sur les profils de recrutement de nos conseillers d'insertion et de probation, de façon à mixer des profils de formation différentes, parce qu'avec des formations différentes, on vient avec des cultures différentes, avec des outils et des instruments différents. Pour l'instant, la majorité de nos conseillers d'insertion et de probation sont de culture juridique, ils ont fait des études de droit. Nous allons y introduire des formations en sciences sociales, en sciences humaines, en psychologie. Nous allons donc faire en sorte que des formations et des métiers différents enrichissent la prise en charge, enrichissent la réflexion et l'élaboration d'outils d'analyse et d'outils d'évaluation. Et parmi les thématiques de réflexion de ce groupe de travail, il y a les relations avec les partenaires privilégiés, parce que vous êtes des partenaires privilégiés. Vous savez que le sujet est extrêmement sensible, il l'est de part et d'autre, il est de votre côté parce qu'on entend bien votre agacement chaque fois que vous en parlez, et je comprends, parce que vous demandez, que vous démontrez et qu'on n'arrive pas encore à mettre en place un dispositif de partage des interventions. Et il y a, de la part des services pénitentiaires d'insertion et de probation, il y a aussi cette certitude réelle d'assumer une mission régalienne et par conséquent de demander un certain nombre de garanties lorsque ou si cette mission régalienne doit être partagée. Donc j'espère que nous allons y parvenir, puisque le groupe de travail a bien avancé dans ses réflexions sur les autres sujets que je viens d'évoquer. Donc sur les relations avec les partenaires privilégiés, je pense qu'on va bien avancer également. Sur les frais de justice et sur le paiement, lorsque je suis arrivée aux responsabilités, je me suis rendu compte que l'État avait pris l'habitude de vivre à crédit sur le dos des associations. Donc, ils vivaient à crédit avec des créances sur le secteur associatif habilité. J'ai pris comme première décision, dès la première année, de résorber 45% des créances, de façon à assainir cette relation financière et à réduire le délai de règlement des associations. Je pense qu'on peut faire mieux. Et nous avons donc lancé une expérimentation pour une dématérialisation complète des paiements. L'expérimentation se fait dans 3 cours d'appel, à Metz, à Rennes et à Colmar. Nous allons l'évaluer à la mi-2015 et j'espère que nous pourrons la généraliser et mettre enfin un terme à ces délais qui fragilisent, qui mettent en péril l'équilibre des associations. Vous avez évidemment évoqué d'autres sujets qui appellent quelques réponses techniques. Je vous ai dit, le SADJAV est à vos côtés. Au cours de vos travaux, les choses vous seront précisées. Je veux, pour terminer mon propos, vous dire juste quelques mots. D'abord, des mots d'estime, de gratitude, et j'ajouterai d'admiration. J'ai eu une vie avant d'être ministre, parce que j'ai été députée avant, et j'ai une vie avant d'être députée, mais pendant que j'étais députée aussi. J'ai eu une vie et des engagements. J'ai eu des engagements syndicaux, des engagements associatifs. Lorsque je parle d'admiration, d'estime, de respect, de gratitude, je sais ce que je mets dans ces valeurs-là. Je sais ce que représente l'engagement en tant que tel, c'est-à-dire la décision de consacrer du temps de sa vie, de l'énergie de soi, de l'attention de soi, de les consacrer aux autres. Je sais ce que cela veut dire, et vous le faites, je l'ai fait moins intensément que vous, vous le faites intensément, vous le faites profondément, et vous rendez des services inestimables. Donc je veux vous redire
que pour moi, il est essentiel que le ministère de la Justice et l'État en général contribuent à la consolidation et à la pérennisation de vos associations et de vos réseaux d'associations. J'en suis absolument convaincue. Donc, n'hésitez pas effectivement à m'alerter. Et vous savez que vous avez accès également à mes conseillers, à conseillers de cabinet, à nous alerter, mais également à notre administration. Mais n'hésitez pas à m'alerter directement, vous avez accès à moi. Nous sommes d'accord? Vous avez accès à moi. Bon. Nous nous sommes même déplacés récemment ensemble. Mais, et je viens tout le temps, chaque fois que vous m'invitez. N'hésitez pas à m'alerter, ça ne peut être qu'un malentendu parce que la ligne directrice donnée au cabinet et à toute l'administration centrale, c'est de faire en sorte que nous arrivions à consolider et à pérenniser le fonctionnement de vos associations. Parce que vous nous êtes précieux et parce que vous êtes irremplaçables. Donc ça, je veux vous le redire et vous le répéter. Et ça s'adresse à vous, présidentes et présidents qui animez ces réseaux d'associations, mais ça s'adresse évidemment à chacune, chacun d'entre vous qui donnez de votre temps, qui pourriez aller travailler ailleurs et qui acceptez d'être salariés dans ces associations, avec le risque de la précarité, avec le risque d'apprendre un jour qu'on supprime des emplois, le risque du déchirement, parce que non seulement à la suppression d'emplois, vous êtes précarisés dans votre situation matérielle et familiale, mais parce que vous avez à cœur aussi des actions qui sont abandonnées de ce fait. Donc, mon estime et ma gratitude s'adressent à chacune et à chacun d'entre vous. Vous avez choisi pour ce double congrès une thématique tout à fait passionnante et prometteuse, auteurs et victimes des associations au cœur des politiques publiques. Oui, vous êtes au cœur des politiques publiques. Oui, vous êtes irremplaçables. Oui, vous êtes précieux. Oui, vous assumez des missions d'intérêt général. Oui, vous assumez un service public, c'est absolument incontestable. Et nous avons besoin de vous. Vous êtes des partenaires précieux. Et vous l'êtes pour un État qui est conscient de ses responsabilités, conscient de ce qu'il est comptable de la vitalité et de l'efficacité du contrat social, conscient qu'il n'y a pas de vie sociale commune sans vigueur du contrat social. Et ce contrat social, il contraint l'État à assurer la protection des citoyens en général, des victimes en particulier. Mais il contraint, et c'est un des objets du projet pénal républicain, il contraint l'État aussi à s'assurer que celui qui a commis un acte contraire à la loi et qui porte préjudice à une victime ou à des victimes, ou même qui ne porte pas préjudice à des victimes et qui est contraire à la loi, que celui-là puisse être puni à la mesure de son acte, mais que cette punition, cette sanction, soit prononcée au regard de la gravité de son acte, au regard aussi de son parcours, de sa personnalité, de son attitude, au regard du rapport qu'il établit avec la victime, de l'effort qu'il fait pour réparer le préjudice et au regard des efforts qu'il est prêt à faire pour changer de vie, pour sortir de la délinquance si ce n'est pas un acte ponctuel et pour ne pas avoir à s'y inscrire, s'y enliser s'il s'agit d'un acte ponctuel. Donc la responsabilité de l'État, c'est de protéger tous les citoyens, c'est de protéger les victimes et de contribuer partiellement à réparer les préjudices qu'elles subissent, mais c'est de faire en sorte aussi que les auteurs puissent revenir dans le corps social. Donc préserver la dignité de tous, la dignité des victimes, la dignité des auteurs. Faire en sorte que l'auteur puisse revenir dans la société et avoir une vie qui ne soit pas porteuse de danger pour la société. Vous faites tout cela depuis de nombreuses années. Et grâce à vous, aujourd'hui, nous avons effectivement inscrit dans la loi la justice restaurative, qui contribue à restaurer la victime, à la restaurer dans cette part d'humanité qui aura été ébranlée, qui aura été éraflée, ébréchée, blessée. Cette part d'humanité doit être rétablie, réparée, restaurée. Et la justice restaurative y contribue, parce que la justice restaurative, plus encore sans doute en termes de qualité, en termes de durée, plus encore sans doute que la peine, elle contribue à rétablir le lien social, parce que l'acte de délinquance détruit le lien social ou abîme le lien social. Et la justice restaurative contribue à réparer ce lien social. Et elle restaure la victime, elle restaure aussi l'auteur. Dans cette part d'humanité qui a aussi été abîmée par son acte délinquant.
Et elle le restaure dans sa responsabilité. La conscience de ce qu'il a infligé à une ou à plusieurs victimes, ou la conscience de la transgression, de l'infraction qu'il a imposée à une règle qui nous est commune. Et ces règles communes nous protègent tous et le protègent lui aussi. Et que la fragilisation de ces règles communes le mette en péril lui aussi. Donc il est important qu'il soit rétabli dans sa responsabilité, parce qu'en le rétablissant dans sa responsabilité, nous le rétablissons dans l'intégrité de son humanité. Donc cette justice restaurative que nous avons enfin consacrée dans la loi, que vous avez perçue très tôt, vous en avez perçu les vertus très tôt, vous y avez cru très tôt, vous avez fait attention à la façon dont elle était pratiquée dans d'autres pays, des pays européens, au Canada, plus lointain. Nous avons pu ensemble, vous Madame la Présidente, vous Monsieur le Président, nous avons pu ensemble au Canada rencontrer des personnes, rencontrer y compris d'anciens auteurs et d'anciennes victimes qui ont témoigné des effets bénéfiques de cette justice restaurative. Donc je me réjouis que nous l'ayons introduite dans la loi, que les parlementaires aient accepté de voter ces dispositions et que dorénavant nous ayons un cadre, en plus de ce que vous faites, de ce cadre très rigoureux dans lequel vous avez initié ces rencontres détenues victimes à Poissy, la première expérience, puis la deuxième qui a commencé au début d'année. De même que vous avez pris l'initiative de la médiation pénale post-sententielle, des initiatives qui prouvent à quel point vous êtes pionniers, à quel point vous savez être précurseurs sur des méthodes qui dédramatisent l'acte délinquant et la souffrance de la victime pour aider la victime à se rétablir, à se reconstruire, à se réparer et vivre le mieux possible. Et lorsque je dis la victime, j'ai en tête les victimes, parce que je ne crois pas à la victime incarnée et donc désincarnée, qu'on utilise, qu'on brandit et qu'on instrumentalise. Je crois qu'il y a des personnes, qu'il y a à chaque fois une personne confrontée à une difficulté, à une souffrance, à un drame, à une tragédie, à une souffrance infinie parfois. Une personne qui peut découvrir soudain des fragilités, des vulnérabilités dont elle n'avait pas conscience, ou qui peut aussi découvrir soudain une force intérieure dont elle n'avait pas conscience. C'est cela que la réalité humaine à laquelle vous êtes confrontés, c'est à cela que vous apportez au quotidien une écoute, une aide. C'est à cela que vous apportez des mots, des gestes, des actes, un accompagnement, des victimes en ce qu'elles sont, en ce qu'elles vivent, dans leur sensibilité. Et c'est cela aussi que vous faites dans le suivi et le contrôle, l'accompagnement des auteurs, des femmes, des hommes que vous accompagnez à un moment en tenant compte de leur personnalité, de leur parcours. Et c'est cela qui répare, qui rétablit. Donc je vous le répète, vous êtes précieux, vous êtes irremplaçables. Nous avons besoin de vous, nous tenons à vous. Et nous savons que grâce à vous, nous allons pouvoir faire vivre cette ambition que nous affichons, de développer cette dimension préventive, médiatrice et restaurative de la justice. Nous allons faire en sorte que la peine ait du sens, qu'elle ait vraiment du sens, qu'elle ait du sens pour l'auteur d'abord, qu'elle ait du sens pour la société, qu'elle ait du sens pour la victime, qu'elle retrouve du sens, parce que c'est ce sens-là qui la rend efficace, c'est ce sens-là qui fera que l'auteur pourra dépasser cette peine. Michel Foucault écrivait dans Surveiller et punir que trop souvent, la peine est absurdement suspendue à un vide de parole qui met continuellement l'auteur en face de sa peine, mais ne le place jamais en face de sa faute. Nous devons faire en sorte que l'auteur soit placé en face de sa faute pour se responsabiliser, se grandir et dépasser ce moment et construire sa propre destinée. Vous recevez les auteurs, vous recevez les victimes. Vous savez mieux que personne ce que signifie ce que je viens de dire. Qu'il n'y a pas une victime, il n'y a pas un auteur. Il y a à chaque fois une personne avec un parcours, avec des circonstances. Et c'est face à cela que vous êtes. Et c'est à cela que vous donnez la main. C'est comme ces méduses échouées sur la plage. Il y en avait des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers.
Mais vous allez prendre chaque méduse l'une après l'autre, l'une après l'autre. Et quand vous avez pris une méduse échouée sur la plage et que vous l'avez remise dans la mer, ça fait une différence pour cette méduse-là. Merci à tous.